Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette édition 2025 du CIDO et de cette plénière qui va être consacrée à l'industrie, les défis de l'intégration de l'IA dans les usines. Alors l'IA s'impose comme un levier incontournable de performance pour l'industrie. On parle de maintenance prédictive, on parle d'optimisation de la production, on parle de qualité, de contrôle qualité automatisé, de gestion des stocks en temps réel, etc., etc. Les promesses sont nombreuses, mais entre la vision stratégique et la réalité opérationnelle, il existe de nombreux défis quand on parle d'intégration de l'IA dans les usines. Alors pour traiter de ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenants que je remercie. Nicolas Durier, vous êtes Senior Manager Architecture Solutions Manufacturing chez AWS. Philippe Nolot, vous êtes GenAI Leader for Industry 5.0 chez Nicomatic. Bonjour. Yanis Chaita, vous êtes Industrial IoT and AI Senior Consultant chez Storm Reply. Et Guillaume Campion, vous êtes VP of Sales and Partnership chez AMA Expertise. Je vous laisse rapidement me présenter en une minute votre entreprise et puis on attaque sur le sujet. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Nicolas, je travaille chez AWS, Amazon Web Services. C'est l'entité du groupe Amazon qui livre et fournit des services de cloud computing. J'encadre une équipe d'architectes solutions, donc des profils techniques qui accompagnent des clients de l'industrie dans la mise en œuvre de ces technologies. Et aujourd'hui c'est beaucoup la data, beaucoup l'IA et beaucoup l'IA générative. Oui, bonjour, moi c'est Philippe Nolot, Nicomatic. Alors on a un groupe de à peu près 1000 personnes internationales et on a mis en place un projet d'IA générative chez Nicomatic dans les ateliers. Donc on pourra partager un petit peu l'expérience. Bonjour à tous, Yanis Saïta pour la société Reply. Donc Reply, c'est une société de consulting. On traite entre autres de l'IoT, de l'IA et du cloud. 15 000 collaborateurs, 2,3 milliards de chiffre d'affaires. On est présent dans 17 pays. Et donc moi, j'occupe le poste de senior IoT et IA spécialiste. Donc IoT et IA, ça va de pair. On va en parler durant cette session. Bonjour également, donc je suis Guillaume Campion, je travaille pour AEMA. AEMA est un petit éditeur de logiciels, on est basé à Rennes, on est une quarantaine de personnes, dédié vraiment sur tout ce qui est travailleurs de terrain. On fait aussi bien en équipe aujourd'hui des solutions de téléassistance, on travaille notamment avec les SAMU et les sapeurs-pompiers de France, jusqu'à Alstom et Renault, tout ce qui va être effectivement téléassistance et aide à distance pour la prise de décision et sur lequel effectivement on a pu implémenter différents outils d'IA pour le plaisir de nos clients. Alors, intégrer l'IA dans les usines, c'est le sujet de notre table ronde. Nicolas, quels sont les fondamentaux, vraiment les briques de base à maîtriser? Alors, il y en a plusieurs, mais peut-être que le tout premier, c'est la data. Comme on dit souvent, pas de data, pas d'IA. Et dans le monde de l'industrie, c'est un vrai sujet. Chez nos clients, on voit qu'il y a un travail de fond pour aller se connecter aux équipements qui sont connectables, pour aller équiper ceux qui ne le sont pas. Remonter la donnée. Les données qui sont assez acquises sont souvent peu structurées, c'est-à-dire qu'on va recevoir par exemple, des tags OPCUA un petit peu individualisés. Il va falloir aller structurer ça dans une représentation numérique du système de production. Et ensuite, une fois qu'on aura ces fondamentaux data, on va pouvoir aller ensuite implémenter des cas d'intelligence artificielle. Alors c'est assez variable hein, sur l'intelligence artificielle. On voit aujourd'hui deux technologies majeures, deux domaines. Le premier, ça va être l'IA dite traditionnelle, ce qui va nous servir par exemple pour la maintenance prédictive. Et là, on va devoir entraîner des modèles et travailler sur des données qui sont souvent structurées sous forme de tables. Et aujourd'hui, on a un autre domaine qui explose hein, chez nos clients, qui est l'IA générative, où là, on va être plutôt dans le monde de la donnée non structurée, des documents, avec d'autres challenges sur la data, notamment le fait de trouver le bon document, la bonne version, et pouvoir accompagner les équipes en exploitant cette donnée grâce à l'IA générative. Philippe, même question? Oui, pas de bras, pas de chocolat, hein, pas d'IA sans data, effectivement. Ça, c'est la clé de l'IA générative. Et en particulier, là où on est mature, c'est quand même sur le texte. Donc, il faut avoir du texte. Et là, on a mis en place des données structurées et non structurées. Donc, effectivement, des PDF, des choses comme ça, mais aussi des bases de type Excel, mais passées en base de données. Je ne me rappelle plus de la question, c'était les fondamentaux. Les fondamentaux. Oui, donc il faut de la donnée, et puis aussi, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des gens en face et l'IA peut faire peur, donc il faut vraiment rassurer. Rassurer par rapport à ce qu'on entend dans le domaine du grand public, et puis ce qu'on entend aussi de ChatGPT, où il y a quand même beaucoup de
d'hallucination, on va dire. Ouais. Donc là, on veut un système qui soit vraiment fiable et en plus de ça, sécurisé, on va dire. Les données sortent pas de chez nous, on parle de connaissances. Yanis, la sécurité des données, c'est fondamental? Oui, bien sûr. Je dirais en fait, on a plusieurs étapes pour ces fondamentaux et la sécurité, c'est une des premières choses à faire. Donc, le chiffrement de bout en bout, de la collecte de données à l'intégration dans un cloud provider, par exemple. Et ensuite, on parlait de data, mais en plus, j'ajouterais qu'il faut une qualité de données. Hein, remonter de la donnée brute, certes, mais remonter de la donnée de qualité, c'est mieux. Donc, inclure justement les unités, inclure les bonnes ranges qu'on a collectées, inclure aussi les références fournisseurs, des capteurs, des actionnaires, etc. Et ça va servir derrière de base de connaissances pour l'IA, pour pouvoir faire des prédictions, des détections d'anomalies qui sont pertinentes, et pour la GenAI, pour pouvoir accompagner justement les techniciens sur site ou data analysts pour avoir un contexte. Et enfin, voilà, je dirais en dernier lieu, c'est intégrer les métiers dans l'intégration de l'IA au sein des usines pour donner ce contexte métier aux IA, parce qu'ils sont intelligentes, mais pas assez pour comprendre aussi le métier. Et ça, voilà, il faut des experts qui connaissent le métier pour pouvoir donner la bonne base de connaissances à nos IA. Cette qualité de la donnée, comment on l'atteint? Ouais. Alors, je parlais justement de remonter les bonnes ranges, les bonnes unités, les bonnes références. Et c'est dès nos usines, donc on va tendre vers déjà des standards. Ce sont des standards pour la sécurité. Je cite un peu technique de l'OPC-UA, par exemple, pour venir collecter la donnée. Mais il faut les champions des métiers qui vont pouvoir comprendre comment on connecte la donnée dès l'instant où elle est collectée sur nos usines, sur nos lignes de prod. Et c'est à partir de là que ça se joue, quoi. Donc c'est dès la collecte, même si on peut faire des transformations plus tard sur du cloud, c'est dès le départ au edge, je dirais que ça se joue. Guillaume, même question, les fondamentaux, la sécurité, la qualité de la donnée? Oui, effectivement, alors sans vouloir paraphraser tout ce qu'on me dit, on dit les interlocuteurs précédents, qui est très juste. Nous, on a pu voir, donc comme je vous l'ai dit, on travaille sur des solutions beaucoup sur des caméras, on travaille notamment sur des lunettes connectées, type, on a travaillé au démarrage avec les Google Glass, même avec plein d'autres lunettes, HoloLens et autres. Et ce qu'on voyait derrière ces données qu'on captait, je vais prendre un exemple simple, c'est que l'idée c'est d'avoir de la donnée pertinente et pouvoir travailler dessus sur la durée, sur la longueur. Or, la vidéo et les images, on sait qu'il y a la RGPD et le droit à l'image qui est derrière. Et donc ce qu'on est venu pour, c'est un développement qu'on a fait rapidement pour pouvoir rassurer nos clients, c'est cette anonymisation de la donnée. Donc sur toutes les personnes qu'on va filmer, on va faire du post-processing derrière pour pouvoir faire une silhouette. Alors on appelait ça l'effet Schtroumpf chez nous parce qu'on avait tout mis en bleu, mais globalement on va cacher toute la silhouette de la personne pour pas qu'on puisse la reconnaître, mais bien voir ce qu'elle tient dans la main, sur quel bouton elle va appuyer, qu'est-ce qu'elle va faire, avec quel timing. Donc voilà effectivement un exemple concret de comment je fais pour pouvoir garder cette donnée le plus longtemps possible, tout en respectant bien sûr le cadre et la réglementation. Mais c'est aussi ce qui nous a permis de faire ces tests aussi en Allemagne, où la réglementation est vraiment très stricte par rapport à leur histoire de la Stasi et tout ce qui est la partie Allemagne de l'Est. Mais c'est effectivement via ces éléments-là qu'on a pu rassurer effectivement les partenaires sociaux de pouvoir laisser entrer ces caméras, puisque c'est pas là pour fliquer la personne, on va pas pour la reconnaître, mais c'est vraiment pour pouvoir avoir cette donnée et travailler sur la donnée du process, de ce qui a été fait et à quel moment. Resituez-nous le contexte, s'il vous plaît, de ces caméras. Dans quel contexte vous les avez implémentées? Effectivement, ces caméras, elles sont directement sur site, dans une usine, en train de filmer une ligne de production. L'idée, c'était de pouvoir filmer ce qui se passe, quand est-ce qu'il y a un robot qui arrive, ce que va faire la manipulation. Vous voyez, parce que forcément, quand on met en place des nouveaux robots sur une ligne de production, il va y avoir certains incidents. Ça va être en plus sur les 3-8, et la personne technicien sur place n'a pas le temps de rédiger tout le rapport de ce qui s'est passé au début. Donc on a mis certaines caméras pour filmer ces mises en place et voir tout ce qui se passe, et ne pas juste s'attarder sur le rapport qui sera mis derrière. Et pour ça, il fallait pouvoir anonymiser pour ne pas avoir filmer toutes les personnes qui étaient sur site. Donc c'est vraiment sur une usine, sur des lignes de production, et on avait mis une dizaine de caméras qui filmaient différents angles. C'est un projet qui vous a pris combien de temps, qui a démarré quand, qui s'est terminé quand? Alors le projet est toujours en cours, parce que ce qu'on verra aussi, c'est que souvent c'est itératif, on commence à voir, puis après, éléments. Ça a démarré il y a 1 an, et on est peut-être sur la 3e ou 4e itération, on commence à faire sur d'autres sites. Et ce qu'ils veulent, effectivement, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir mettre, en fait, c'était via ces caméras, pouvoir couvrir certains angles morts,
de la production. Donc au début, on va se mettre sur tel endroit de la ligne de production, puis on va voir qu'en fait, ça bloque avant, donc on va déplacer les caméras rapidement. L'idée, c'est vraiment d'être très agile et très flexible pour passer d'une zone à l'autre de l'usine. Alors Guillaume vient de donner un exemple concret, Nicolas, mais l'enjeu, effectivement, quand on parle d'intégration de l'IA, c'est de trouver des cas d'usage et que ces cas d'usage soient, comme on dit, scalables. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que quand on commence un projet autour de l'IA, un des premiers écueils, c'est de voir ça, comme on le faisait avant sur des anciens projets informatiques, comme un gros investissement. Les technologies d'aujourd'hui, notamment celles du cloud, permettent d'accéder à la technologie sans coût d'entrée, avec un coût d'entrée faible. Donc, notre première recommandation, c'est de commencer petit et incrémentalement construire vos cas d'usage pour avoir directement de la valeur visible. Après, il y a une tension aussi avec l'autre fait, c'est comment identifier le meilleur cas d'usage. Il y a deux facteurs principaux. Le premier, ça doit être la valeur métier. Essayer d'identifier, documenter, avoir une exigence forte sur les KPI de succès et la définition de la valeur métier attendue. Et le deuxième, généralement, entreprise, c'est la scalabilité. Parce qu'un cas d'usage unique non réplicable, généralement, on n'a pas de ROI ou un ROI faible. Si par contre, on arrive à répliquer sur plusieurs sites de production, sur plusieurs thématiques proches au sein de l'entreprise, on arrive généralement à quelque chose de plus satisfaisant. Comment on arrive à identifier cette valeur métier, Philippe ? On parle au métier. On leur explique bien justement déjà qu'il n'y a pas de danger à appliquer de l'IA et puis après tout le bénéfice qu'on peut en retirer. Puis après on commence avec une personne qui teste dans l'atelier, puis après 3 et puis après il y a tout l'atelier qui s'y met parce qu'en fait c'est génial et en plus c'est facile à mettre en place. Donc ça c'est pour un site de prod et puis après sur un autre site de prod on fait un peu la même chose mais on a déjà accumulé quelques succès avant. Donc ça se fait vraiment naturellement en fait. Ok, vous avez mis en place, vous le disiez, un agent conversationnel. Vous pouviez revenir sur ce cas d'usage ? Oui, on a parlé d'industrie 5.0. En fait, là, on a pas mal parlé de 4.0 où on connecte de la data, la digitalisation, et après on en fait quelque chose avec de l'IA générative pour augmenter pas l'expérience, mais ce qu'on peut faire de la donnée, quoi, et simplifier l'accès à la donnée et proposer des choses derrière. 5.0, c'est remettre l'homme au cœur du processus. Donc on garde le 4.0, toutes les données connectées des ateliers, mais en plus, on aide l'humain à partager sa connaissance. Donc là, ça veut dire quoi ? C'est que, en fait, toutes les expériences de savoir-faire, même manuel, les problèmes qu'il y a eu la semaine dernière, tous les sprints qu'on a tous les matins dans les ateliers pour résoudre les problèmes de la veille, etc. Là, en fait, ça se fait maintenant naturellement en ayant un outil qui puisse faire communiquer les hommes avec les hommes par l'intermédiaire d'une base de connaissances. Cette base de connaissances, elle est partagée. Donc, du coup, on a l'IA générative qui va puiser ces questionnements à l'intérieur de cette base. Et puis derrière, en fait, on est un peu à côté, en plus du 4.0. Mais là, par contre, on donne à l'homme vraiment tous les éléments pour qu'il puisse avancer, se débloquer, comprendre les instructions, etc., etc. C'est ça l'idée. Yanis, cette valeur métier, comment on y accède ? Donc voilà, ça a été dit, hein, on parle au métier bien évidemment. Et il faut faire accompagner. On parle de IT, on parle de OT, il y a cette convergence entre les deux. Et il faut vraiment que la compétence métier soit amenée à l'IT. Et donc on parlait de base de connaissances, hein, j'en ai parlé aussi juste avant avec la façon de remonter les données et inclure de la donnée de qualité en incluant par exemple les références des capteurs, des actionnaires, etc. quand on remonte cette donnée. Et donc tout ça, ça fait partie de la base de connaissances métier et qu'on va pouvoir utiliser avec de la GenAI à travers des agents qui vont être spécialisés avec une certaine fonction. Si je prends par exemple le cas d'un agent de production pour un responsable de prod, on va pouvoir poser avec un simple prompt et avoir un contexte métier à notre question. Ça va être le même cas pour un agent spécialisé pour le technique, pour un technicien de maintenance par exemple, où on va intégrer justement la base de connaissances des techniciens de maintenance avec les rapports de production, avec les rapports d'incidents, etc. La documentation aussi fournisseur. Et derrière, avec un simple prompt d'un technicien sur site, par exemple, pourquoi mon capteur ne marche pas très bien, avec la base de connaissances qui a été fournie par les précédents techniciens et la datasheet qui a été récupérée sur ces capteurs et aussi sur Internet, on va pouvoir intégrer la compétence métier et donc avoir des recommandations, des statuts techniques, etc. par
l'agent intelligent, et donc aussi une montée en compétences des équipes sur site, par exemple, ou une compréhension métier pour un data analyst qui n'est pas sur site et qui n'a pas forcément la compréhension de ce que peut être un compresseur ou ces choses-là. Sachant que l'enjeu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la scalabilité. Vous avez un cas client, je crois, à nous partager, où vous avez connecté, vous êtes passé de 500 devices à 100 000 devices, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et à travers cette scalabilité, l'IA, ça demande beaucoup de puissance de calcul et le cloud provider, en l'occurrence AWS par exemple, le fait très bien. Donc passer par un cloud provider pour intégrer de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qui permet de scaler des solutions, de passer du POC à la mise à l'échelle et de pouvoir aussi avoir cette répétabilité en fonction des projets. Et donc voilà. Guillaume, comment on passe du POC à la solution à l'échelle? Oui, alors il y avait effectivement pour moi un des éléments le plus importants pour passer à l'échelle, c'est vraiment... Alors, je vais revenir sur une petite histoire aussi qu'on a eue avec un client qui lui avait pris le problème en voyant, pour les problématiques de données, la plupart des salariés étaient en train d'utiliser ChatGPT. Et oui, ChatGPT, alors quelques-uns le chat, mais principalement ChatGPT, qui était forcément interdit au niveau de l'IT. Et donc ils étaient partis sur un projet de pouvoir faire leur propre ChatGPT en allant chercher effectivement une solution sur étagère apportée par un éditeur. Et il voit aujourd'hui, c'était en discutant avec lui, son problème c'est qu'il passe ses journées en montrant d'utiliser sa solution. Tous les utilisateurs lui disent « Ah oui, non, c'est bien, mais c'est quand même moins performant que ChatGPT soit pour rédiger un email, soit pour traduire. » Et la problématique qu'il avait, c'est qu'effectivement, il avait pris le problème un peu alors c'est pas à l'envers, mais qui vraiment par la face nord et qui te fait perdre énormément de temps, c'est d'essayer d'aller concurrencer en mettant des solutions un peu avec la donnée contrôlée face à des IA généralistes sur lesquels on s'attaque directement en face à face par rapport à un OpenAI, à un Anthropic. Alors on n'a quasiment aucune chance et on ne va pas se perdre notre temps. Et il voyait que ce qui avait le mieux marché chez lui, c'était les juristes qui étaient venus en disant oui, nous on a vraiment besoin d'une IA dédiée effectivement pour les regarder dans les textes de loi et différents éléments. Et c'était aujourd'hui celle qui avait le plus de performance puisque c'était cette IA dédiée et pas quelque chose de généraliste pour pouvoir le déployer. En d'autres termes, ne pas essayer d'aller chercher la solution, le copycat possible qui soit validé par l'IT d'une solution généraliste qui a des gros investissements de zinzin, mais plutôt effectivement d'aller chercher. Alors, je reviens par rapport à ce que tout le monde a dit d'avant au précédent, mais par le métier. Donc de vraiment concentrer effectivement par rapport à des problématiques métiers claires qui ne seront pas bien répondues par les IA généralistes, justement pour pouvoir montrer cet intérêt d'avoir la connaissance en interne, soit via des éditeurs tiers, soit avec l'accompagnement, mais en tout cas de montrer qu'en interne, tout le monde a fait sa propre expérience de ChatGPT, donc de ne pas aller affronter celle-là, mais plutôt d'aller répondre à des problématiques dédiées qui soient effectivement celles du métier, et de ne pas affronter. C'est comme ça qu'on va effectivement pouvoir avoir des belles histoires et des choses plus faciles à montrer, et derrière pouvoir effectivement scaler ce qui était votre question. Yanis, Philippe, vous voulez réagir? Yanis, peut-être? Moi, je vous voyais... Non? Ok. Quel délai et quel coût il faut anticiper pour vraiment parvenir à une intégration réussie, Nicolas? Alors c'est assez variable, bien sûr ça dépend des cas d'usage. J'imagine. Mais si on revient sur ce qu'on disait avant, le but généralement ça va avoir une approche incrémentale. Ça va poser d'abord ses fondations, aller acquérir de la donnée sur nos plateformes de données, des systèmes de référence de l'entreprise, souvent des ERP, des MES ou des capteurs dans les cas d'usine, pour montrer la valeur sur des premiers cas d'usage et après incrémentalement faire que les cas d'usage futurs bénéficient de l'arrivée de la donnée précédente. Généralement les premiers résultats ils sont en quelques mois et puis après les cas d'usage eux-mêmes, on verra aussi avec mes collègues leur expérience, enfin avec mes voisins pardon, leur expérience, mais généralement c'est de l'ordre de la semaine. Oui, c'est ça. Ça peut même être plus rapide parce que, en fait, une fois qu'on a juste injecté les documents qu'on a déjà, des AMDEC, des PDF, des instructions, des choses comme ça, bim, derrière on a accès à un studio, c'est du no-code et tout de suite derrière on peut interroger l'agent. Donc effectivement, quand il y a une base un peu plus structurée du type AMDEC où il y a des modes de défaillance des causes, ce genre de choses, plus proche. Ouais. Donc, oui, c'est mieux. À ce moment-là, il y a un petit peu plus de préparation. Mais sinon, ça se passe vraiment rapidement.
Puis après, le coût, en fait, sur une année, quand tout le monde l'utilise, c'est un peu le coût d'une personne, en fait, d'un expert qu'on aurait disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc prenez ce salaire-là pour tout le groupe et il est disponible tout le temps. Donc c'est à peu près ça le coût d'utilisation. Yanis? Ouais, alors du coup, oui, effectivement, en termes de budget, c'est variable. En termes de délai, ça dépend où on va se situer aussi, hein, et du cas d'usage. Si on veut faire de l'IA, par exemple, sur de la détection d'anomalies, de la prédiction, on ne parle pas encore de predictive maintenance, mais au moins de la prédiction. Donc, il faut déjà qu'on ait la base de données IoT qui est remontée. Et à partir de là, par exemple, pour faire de la détection d'anomalies, il faut compter à peu près 120 000 lignes de données par capteur ou par actionneur. Et 120 000 lignes pour un capteur qui est monitoré toutes les 10 secondes, ça représente environ 120 000 lignes. Donc 120 000 lignes, c'est 14 jours de données pour 10 secondes monitorées. Donc si je veux donner une grandeur, un ordre de grandeur, on va dire 14 jours pour avoir les premiers résultats en détection d'anomalies. Mais ça dépend du contexte, ça dépend aussi de l'usine. Si on a un process qui varie très vite, on va vite avoir de la donnée parce qu'on va avoir beaucoup de variations, donc forcément en moins de 14 jours. A contrario, si on a un process qui varie très lentement, là, il va falloir étendre la récupération de la donnée, donc on peut aller sur plusieurs mois. Donc voilà, ça dépend vraiment du contexte, mais pour donner une moyenne, je dirais 14 jours pour avoir les premiers résultats. Et je rajoute très rapidement, effectivement, je rebondis sur ce qui a été dit par Philippe, si on a déjà une base de connaissances, si on veut mettre en place des agents, pour interroger une base de connaissances par exemple avec du RAG, ça peut aller relativement vite puisque les agents sont déjà conçus. Et ensuite, il faut juste ramener cette base de connaissances. On peut parler de Hamdek, il y a aussi de l'ASOP, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est des documents avec beaucoup de pages. Et donc ça se met relativement vite en place avec de l'IA générative. Guillaume, 14 jours, ça vous parle? Oui, ça me parle. Si je reviens sur l'exemple que j'avais donné au début, là, sur ces caméras sur l'usine qui filment certains points de vue, on nous avait demandé effectivement de pouvoir déclencher la caméra quand il se passait quelque chose pour éviter de filmer des moments où il n'y avait rien d'intéressant. Donc il fallait reconnaître certains robots, certains AGV qui passent. Et donc là, pour la reconnaissance, je donnais effectivement un ordre de grandeur. Il faut à peu près à peu près 500 photos prises par différents angles pour effectivement, au niveau computer vision, après faire apprendre et pouvoir reconnaître effectivement ces éléments-là. Donc 500 photos, ça se prend pas effectivement. C'est pas juste une rafale, je l'ai fait en 30 secondes. Effectivement, prendre tous ces différents points de vue. Et oui, 14 jours, ça permet effectivement, globalement, ça c'est le temps nécessaire pour bien reconnaître une machine et que ce devienne bien pertinent. Derrière, après, on le voit toujours, là j'étais sur cet exemple-là sur l'usine, la période après de tests et de mise en place de ces robots de cette ligne de production, elle était environ presque 2 mois sur cette partie-là. Donc de toutes les façons, la durée va aussi, c'est un peu tarte à la crème ce que je vais dire, mais ça va aussi dépendre du process que vous allez vouloir analyser ou voir de toutes les façons. En tout cas, mettre en place certaines choses au début, ça peut aller vite, ça peut être 14 jours. Pas non plus oublier que ça peut être aussi on parlait de GenAI tout à l'heure, mais de créer son compte ChatGPT ou le chat, c'est quelques secondes, ça peut déjà apporter certains éléments. Il y a déjà pas mal d'offres comme ça gratuites sur étagère pour pouvoir déjà goûter un peu et faire certains tests. Il ne faut pas hésiter à aller tester ça, à voir, et puis après, quand on va voir le déployer, ça sera plus long, mais en tout cas, faire ses propres expériences, tenter et monter en compétence sur ces sujets et mieux comprendre la problématique à laquelle on veut répondre. Nicolas, Philippe, cette durée de 14 jours là, qui circule, ça vous parle aussi? Oui, s'il y a besoin de connecter à de la donnée de terrain, oui, des automates, des choses comme ça, ou du computer vision. Mais quand c'est que du texte, et puis en fait, c'est vraiment, ça peut se faire dans la journée, quoi. Dans la journée, on peut commencer, on injecte et on commence juste derrière à l'utiliser, un peu comme ChatGPT. Sauf qu'il n'y a pas d'hallucination. Alors, je suis d'accord, il faut tester ChatGPT parce qu'il y a l'effet waouh, etc. Mais dès qu'on commence à creuser un petit peu, puis qu'on comprend un peu le domaine, on voit tout de suite qu'il nous raconte un peu beaucoup de bêtises, quoi. Et il faut justement repartir sur les métiers où là, c'est vraiment sous contrôle. Non, mais clairement, et surtout en plus, derrière ChatGPT, il y avait aussi Copilot qu'on n'a pas encore cité, mais il y a effectivement ce mirage qui a été à un moment poussé par toutes ces entreprises-là de pouvoir dire tu prends ta licence à 20 € par mois et tu vas avoir 30% d'efficacité supplémentaire juste là-dessus. Puis prenez une licence, mettez-le chez un technicien justement sur une ligne de production, il n'y aura pas 30%, c'est pas magique. Et je te rejoins complètement, il y a ces hallucinations, ces problèmes bien sûr
de droit de la donnée. Ça permet juste de faire comprendre et de faciliter l'évangélisation de personnes par rapport à ces outils-là. Mais clairement, après, derrière, on va vite prendre... ces outils généralistes vont vite s'affronter effectivement aux contraintes opérationnelles et aux hallucinations. Et voire même aujourd'hui, là, nous, on avait des soucis il y a plusieurs jours aussi sur la qualité de service qu'on pouvait avoir quand on jouait avec les API entreprises de ChatGPT sur le dernier. Et des fois, effectivement, alors ils appellent ça la paresse, mais sur certains éléments qu'on envoyait, il oubliait 5 minutes de retranscription parce que on ne sait pas pourquoi. Et donc on se retrouve avec des textes à trous. Donc même sur les qualités des API mises en place par ces géants, des fois, ils ne répondent pas par rapport à une QoS qui leur appartient et sur lequel on a un contrôle. Moi, j'ai un cas d'usage. Giovanni, technicien au décolletage, en Chablais. En fait, il voulait retrouver des données qu'il avait d'usinage, de réglage machine, d'il y a 3 mois. Donc il s'est installé un compte ChatGPT où il a commencé à parler. Puis dans le prompt, en fait, il avait tout son historique. Et puis je lui ai dit, mais t'es sûr de ce qu'il dit là? Et puis je lui ai fait faire poser des questions pour contrôler la pertinence des réponses. Et en fait, il s'est pris les pieds dans le tapis parce qu'en fait, ChatGPT, il est fait pour répondre. Mais en fait, c'était pas bon. Donc là, il est super content parce que du coup, il a basculé sur un vrai agent métier contrôlé. Et tous ces prompts, en fait, on les met dans la base de connaissances. Mais maintenant, c'est sécurisé et il n'y a pas d'hallucination. Nicolas? Ouais. Oui, c'est une thématique importante. Effectivement, il faut distinguer les offres grand public d'IA générative et celles qu'on peut trouver dédiées aux entreprises qui sont configurables et implémentables dans un cas métier bien particulier. Chez AWS, on offre une gamme de modèles LLM qu'on peut utiliser, ceux d'Amazon, mais aussi ceux de tiers, notamment ceux d'Anthropic. Et donc, il y a 2 axes. Et le premier, c'est de choisir le bon modèle par rapport au son cas d'usage. Donc, il y a une dimension performance, il y a une dimension coût qu'on va gérer aussi, une dimension de temps de réponse aussi. Plus le modèle va être simple et peu coûteux, généralement, plus il va être rapide. Et puis après, il y a des fonctions qu'on rajoute par-dessus, notamment une fonction qu'on appelle les guardrails, donc garde-fous en français, qui est là pour définir un cadre acceptable d'usage, avec aussi des mécanismes aussi eux-mêmes basés sur le machine learning pour investiguer la réponse et juger de sa pertinence ou de son danger. Et donc avec ça, on attrape quelque chose comme 99% des hallucinations. Alors ça dépend bien sûr du cas d'usage. Et c'est là effectivement qu'on va spécialiser un agent, qu'on va jouer sur le prompt, mettre les bons garde-fous, mettre les bonnes consignes. On va avoir beaucoup moins de risques que la technologie nous échappe et donne des résultats non viables à nos équipes. Yanis? Voilà, non, je voulais juste rebondir effectivement, de dissocier l'IA du grand public des agents spécialisés. Tu as cité Anthropic sur AWS. Et effectivement, et revenir aussi sur ce garde-fou qui permet vraiment d'encapsuler les agents et par exemple pour éviter que l'agent dise de mal d'une société ou je sais pas, par exemple demander la recette de la tarte à la fraise alors que c'est un agent technique. Donc voilà, ça va permettre toutes ces actions-là aussi d'avoir ce garde-fou. Et effectivement, le fait d'utiliser un cloud provider, je reprends le cas d'AWS, mais tout à l'heure on parlait de garder en historique une petite base de données sur ChatGPT. Là, l'avantage avec le couplage IoT et les services IoT et les services IA, là on a accès à tout l'historique, mais sur plusieurs années. Et normalement, on ne peut pas se tromper. Donc quand on pose une question pour retrouver des données, ça va être ultra pertinent, une requête va partir et puis on aura la réponse sous quelques secondes. Donc, Alors, on va bientôt passer aux questions du public. Je vous invite à préparer vos questions. Vous avez lourdement insisté sur la formation, l'accompagnement en interne des équipes. Pour quelles raisons, Philippe? Comme on a dit tout à l'heure, il y a des déçus de ChatGPT, déjà. Et puis, on entend aussi des choses, oui, l'IA va remplacer notre travail, etc., etc. En fait, en vrai, c'est pas du tout ça. En vrai, les gens sont super contents parce qu'ils ont vraiment de l'aide. Ils sont plus isolés à leur poste. Et puis, comme tu disais, Nicolas, le temps de réponse est important. L'expérience vocale est super importante. Il n'y a pas que le texte, il y a aussi l'expérience vocale. Et de faire des petits agents là, locaux, en fait, c'est super rapide et on a vraiment l'impression d'avoir un copain avec nous, quoi. Donc ça donne vraiment dans l'industrie 5.0, c'est ça aussi, hein, une relation au travail qui est tout à fait différente. Yanis, Guillaume?
Oui, très bien, mais je rebondis dessus. Vraiment, ce n'est pas à but de remplacer, c'est à but d'enrichir l'expérience utilisateur. Soit un technicien sur site pourra monter sa montée en compétences pour les plus juniors qui vont utiliser justement la base de connaissances créée par les techniciens un peu plus seniors, pour des data analysts pour avoir un contexte métier et comprendre ce qui se passe sur un site industriel. Donc voilà, on ne vient pas remplacer, on vient enrichir l'expérience utilisateur, on vient augmenter les compétences et donner plus de contexte avec l'utilisation de la GenAI par exemple. En revanche, là-dessus, effectivement, si on ne remplace pas, on va quand même faire muter le métier. Et effectivement, aujourd'hui, on va pas travailler le technicien ne va pas travailler de la même manière tel qu'il le faisait aujourd'hui qu'avec l'accès à un agent qui va pouvoir lui répondre à ses questions. Donc il faudrait faire tout cet accompagnement aussi pour qu'il puisse s'approprier ces outils et le faire. Clairement, un agriculteur avant, sans tracteur et avec tracteur, son métier a changé, on ne l'a pas remplacé, mais sa manière de produire n'est plus la même. Donc effectivement, son métier va changer, mais on aura toujours besoin d'avoir des personnes effectivement, pour prendre des décisions, pour voir ce qui se passe, mais son métier va effectivement évoluer. Nicolas, sur l'accompagnement en interne? Sur l'accompagnement en interne, il y a peut-être une autre dimension qu'on n'a pas traitée, c'est que de toute façon, nos projets ils doivent être pluridisciplinaires. C'est-à-dire que quand on constitue un projet IA, moi ce que je vois qui marche chez les clients, c'est lorsqu'il y a forcément des compétences techniques, des fois un peu aiguës, mais surtout des personnes au sein du métier qui peuvent apporter et voir directement la valeur de ces technologies. Et donc, on va nécessairement former les équipes dans une forme d'excellence technologique pour délivrer, mais aussi, il faut absolument que ces équipes métiers soient accompagnées pour pouvoir contribuer à ces projets et qu'à la fin, il se soit un delivery, un effort commun avec le bon niveau de compétences. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, monsieur, là-bas. Bonjour, merci pour cet échange riche. J'ai deux questions. Une question à Philippe, Yanis et Guillaume. Vous avez parlé des agents, des assistants. Au final, après, quand on met ça en prod, c'est l'humain derrière qui va interagir avec ces agents. Et ma question est autour de l'adoption et la conduite de changement. Comment vous l'avez abordé? Ma deuxième question, c'est plutôt pour Nicolas. Aujourd'hui, on se pose des questions autour de la souveraineté, la résidence de données, etc., surtout en fait dans des secteurs réglementés. Donc comment on doit aborder cette question? Allez-y. Vas-y, tu veux que je... Ah bah vas-y. Alors, juste sur la partie conduite du changement, nous on avait un exemple qu'on a mis en place, c'est que pour un technicien sur lequel on va enregistrer ses interventions, ce qu'il va faire, donc effectivement il peut se sentir fliqué par rapport à ça et avoir une grosse résistance. Ce qui a permis de lever cette résistance, en tout cas pour un grand nombre, c'est effectivement de montrer que via cet outil qui, bien sûr, le but derrière de notre solution, c'est de faire cette acquisition de cette connaissance pour pouvoir après en faire un agent et pouvoir répondre à ces questions. C'était aussi, on a montré à ce technicien de terrain que ça va pouvoir l'aider à remplir directement ses rapports d'intervention. Et donc de lui montrer aussi son gain à lui, personnellement, de ne pas avoir à écrire et à gratter. Donc toujours bien penser dans cette chaîne de valeur ou de bénéfices plutôt, de s'assurer que la personne qui va être le premier producteur de données, qui peut se sentir le plus surveillé, va lui-même bien en avoir aussi un intérêt par rapport à certaines tâches pénibles. Donc là, par rapport à cette collecte de données, on lui fait gagner du temps via la rédaction de ces rapports, qui peut bien sûr après éditer et corriger, mais de faire gagner du temps sur cette partie qu'il n'aime pas faire. Je ne sais pas si c'est de... Philippe? Oui. Alors on a fait deux choses. Dans les ateliers, on a discuté, on a écouté et on a répondu techniquement pour chaque point le fait que non, ces données, c'est que de la donnée technique, il n'y a pas vos... Enfin bon, bref, on rentre pas dans le domaine privé. Enfin bon, bref, on a répondu à tous les questionnements ou les craintes, mais avec des réponses techniques traditionnelles. Bon, en plus de ça, parce qu'on avait les gens en face là, donc a priori,
ils auraient pu avoir peur de s'exprimer sur certaines choses. Donc en parallèle, on a pris un cabinet extérieur et on a fait faire remplir un questionnaire anonymisé pour les craintes, qu'est-ce que vous attendez, etc., pour faire une photo avant, après, de tout ce qu'il y a autour de l'IA. Parce que c'est tout à fait nouveau, enfin, en tout cas pour nous, chez Nicomatic, c'était tout à fait nouveau, l'IA dans l'entreprise. Donc dans ce contexte, les gens ont répondu. Et puis après, on a mis en place des explications, on est allé les voir, un atelier, et puis après, après, c'est les succès qui ont fait qu'on a on a complètement débloqué la situation, que les gens se sont vraiment rendus compte que ce qu'on avait dit, c'était vrai. Et quand on commence petit avec des gens qui tirent parce qu'ils y trouvent le bénéfice aussi, en fait, après, ça débloque tout. Yanis, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, effectivement, les sujets ont bien été couverts. Je vais parler plus de la plateforme pour pouvoir permettre aux techniciens sur site d'utiliser l'IA et la GenAI. Bon, ils n'ont pas forcément un ordinateur sur eux quand ils sont en intervention ou directement sur le site Indus. Mais effectivement, il y a des téléphones pro et donc on développe aussi des applications. Et à travers en fait, une simple photo sur un moteur, une plaque signalétique par exemple, on va être capable d'extraire et comparer ça à la base de connaissances avec la GenAI. Et en fonction de la question de l'utilisateur, par exemple, comment va se câbler le moteur, comment va se câbler le capteur, quelle est la référence, comment je dois changer ça, on va être capable avec le téléphone et une simple photo de répondre à ce genre de questions. Donc voilà, c'est les outils, il faut s'adapter aussi aux outils. Le téléphone, c'est plutôt pratique, donc on l'utilise aussi à travers des applications mobiles et industrielles. Et Nicolas, il y avait la question de la souveraineté des données pour vous ? Il y avait une question double qui était souveraineté et résidence de la donnée. Alors, c'est une question un peu compliquée à tacler en 5 minutes. Déjà, il y a un premier niveau de réponse qui est la résidence de la donnée. On a déjà un peu touché tout à l'heure. Les offres cloud pour entreprises que nous fournissons avec différents fournisseurs de modèles sont pensées d'une part pour que vous gardiez la main et la pleine possession de vos données, avec ce qui est quand même votre différenciateur principal. Donc vous avez des conditions de service qui sont très différentes des offres grand public et vous avez vous gardez la pleine possession de vos données. Et d'autre part, vous avez entièrement le contrôle des régions, des environnements AWS qui sont utilisés pour valoriser vos données. Par exemple, en France, on dispose d'une région AWS à Paris, dans 3 groupements de data centers en région parisienne, et on peut avoir la garantie, si on appelle des modèles localement, que cette donnée reste entièrement locale. Ensuite, il y a le deuxième sujet de la souveraineté. Alors, la première de la souveraineté, c'est que c'est un concept un peu large, dont la définition varie. Elle dépend des personnes et dépend du contexte de votre entreprise. On va avoir une définition qui va être des fois autour de la réversibilité, comment être indépendant des technologies. On va avoir des gens qui vont se poser des questions sur l'autonomie opérationnelle dans un contexte géopolitique actuel. Et puis d'autres qui ont des exigences plus aiguës, par exemple, que ce ne soit que des citoyens français ou européens coopèrent les systèmes. Sur ça, on a toute une gamme de solutions chez AWS. La première, c'est que effectivement nos régions sont entièrement isolées et travaillent localement. La deuxième, c'est qu'on appuie beaucoup sur l'usage de technologies open source. On facilite leur usage parce qu'on a des services managés, mais on reste sur des technologies très proches de l'open source. Et le dernier axe dans lequel est le plus aigu, c'est qu'on lance en 2025 une région dite souveraine, l'European Sovereign Cloud, qui sera opérée uniquement par des citoyens européens, opérée uniquement par des citoyens qui sont physiquement en Europe lorsqu'ils opèrent. S'ils sortent de l'Europe, ils n'ont plus accès au système. Et avec un management isolé, avec un managing director qui sera une Allemande en l'occurrence, pour piloter ces ensembles de régions souveraines. Mais voilà, la première chose à faire si on s'adresse à ces sujets-là, c'est de définir sa compréhension, ses enjeux de souveraineté et les risques duquel on va se prémunir. C'est la première étape à l'analyse de la meilleure solution technique à mettre en face. Très bien, merci beaucoup. D'autres questions, monsieur ? Bonjour et merci pour votre intervention. J'aimerais que vous détailliez la mise en place d'agents spécialisés au sein de l'industrie. Quel processus on va adopter pour pouvoir mettre en place cet agent spécialisé sur une tâche de technicien ou autre? Merci. Yanis, Philippe.
Oui, très bien. Donc tout à l'heure, on parlait de base de connaissances. Donc ça va passer par cette base de connaissances. Donc les rapports des techniciens, la documentation technique, etc., etc. On a parlé également de garde-fous pour encapsuler aussi les réponses de cet agent, hein, pour qu'on lui spécifie très clairement que c'est un agent industriel et un technicien. Et globalement, on peut à peu près tous le faire, même en utilisant les IA grand public comme ChatGPT, en simplement précisant en base prompt, tu es un agent, tu es un technicien, tu dois répondre avec voilà, un statut technique, une recommandation, etc. Ça va au-delà, hein, bien évidemment, puisqu'on développe aussi avec du code. Mais globalement, et pour répondre très clairement, c'est à la création de l'agent, on lui explique comment il doit agir, on lui donne une base de connaissances, et il va utiliser ces outils-là pour pouvoir répondre à un technicien. Ok, de mon côté, c'est super simple. On a fait une appli web super simple avec une API qui va pointer chez notre partenaire qui s'appelle GetVocal AI. On va en parler demain midi ici, donc si vous voulez en savoir plus, on pourra et puis en parler aussi à leur stand. Donc on crée sur le studio un agent qui s'appelle par exemple assemblage de connecteurs. On lui fournit toutes les données métiers, assemblage de connecteurs, les instructions, les modes de défaillance, tout ça là. Et puis voilà, c'est parti quoi. C'est-à-dire qu'on appelle l'appli web sur son téléphone, sur son smartphone ou sur sa tablette. Et puis là, soit on chatte en texte, soit on chatte en vocal. Et puis c'est tout. Oui, là-dessus, je pense que la difficulté n'est pas de le mettre en place. Ça va être effectivement après de... Alors, tout va dépendre du jeu de données qu'on va mettre au début. Hein. Mais c'est après, en l'interrogeant, on va voir que ah bah tiens, il connaît pas ça. Donc du coup, je lui ai apporté telle donnée. Ah mince, cette donnée-là, elle est obsolète maintenant. Donc comment je peux pouvoir la mettre à jour? Mais ça, c'est dans le run qu'on va effectivement voir. Donc n'hésitez pas à y aller tout de suite. Même sur un petit scope au début, vous allez voir après sur le run. Et là, vous allez mieux comprendre vos propres contraintes. Et puis peut-être changer d'outils qui seront plus pertinents pour gérer ça. Mais en tout cas, c'est pas la mise en place la plus complexe. C'est après dans l'exploitation que vous allez voir par rapport est-ce qu'il répond bien à vos contraintes. Allez, on a le temps pour une dernière question. Oui, monsieur là-bas, tout au fond. Bonjour, merci à tous pour cette conférence. Alors moi j'ai plus une question du point de vue RGPD. Guillaume parlait notamment du fait de filmer. Comment on a une garantie en fait que l'IA va ne pas en fait stocker des données personnelles. Comment nous, par exemple, moi je suis technicien. J'ai l'impression de me faire filmer, mais on me dit qu'en fait je suis pas filmé parce que le programme en fait floute mon visage. Mais comment moi derrière j'ai une garantie que vraiment mon visage n'est pas dans une base de données, voilà, par rapport vraiment à toutes ces questions RGPD qui sont importantes notamment en ce moment. La garantie va surtout être sur le process, sur le workflow de cette acquisition de la donnée. Effectivement, quelque part, si la donnée, il y a déjà le visage de la personne, ou même certains signes distinctifs, hein, un tatouage ou certains éléments qui peuvent être clés, elle est déjà donnée à cette IA-là, qui va après, on lui demande de flouter, mais elle a accès à la donnée source. Là, on peut toujours effectivement s'inquiéter. Tel que nous, on a répondu à la problématique, c'est vraiment de faire d'abord un post-processing. On récupère cette donnée, on s'assure, alors c'est une IA, mais c'est du computer vision, c'est pas qui effectivement faire ce floutage. Et après, derrière, de pouvoir tester. Donc là, on l'a montré aux partenaires sociaux pour pouvoir montrer ça. Et qu'après, eux puissent, en faisant certains tests ou certains éléments, bien voir que la donnée d'entrée n'a plus d'éléments qui soient reconnaissables sur la personne. Donc là, sur ces éléments-là, ils nous avaient un peu mis à l'épreuve en demandant si la personne passe devant un miroir, est-ce que son reflet sera aussi flouté, et certains éléments là-dessus. Donc on a eu certains exercices qui peuvent montrer. Après, derrière, effectivement, on a montré ça les a convaincus, mais c'est vraiment sur le process. Et puis, certains garde-fous, ça fait partie de la discussion, effectivement, de voir sur quel cheminement, comment je vais capter la donnée et comment elle va rentrer après dans l'IA.
malheureusement, il n'y a pas d'autre que de revoir tout le process et de voir ces éléments, comment c'est fait. Philippe, Yanis, Nicolas, quelque chose à ajouter? Non? Très bien. Bah, écoutez, on a atteint le terme de cette conférence. Merci à nos 4 intervenants. Merci à tous. Merci à vous.